Mesdames et messieurs, bonsoir. Experts, constitutionnalistes, politiques et autres acteurs de la société civile réfléchissent depuis ce matin sur les réformes électorales. Les assises du centre interdiocésain, qui sont une initiative de l'Université de Liège en Belgique, visent à dégager une identité des vues entre les principales forces politiques en présence et ce, sur les grandes options de la réforme électorale. À l'ouverture de ce forum du consensus, on a noté l'absence des membres de la coalition FCC Caïge Oscar Mbal. Ces forums de haut niveau sur les réformes électorales efficientes en RDC visent à parvenir à un consensus sur les grandes options à lever pour les réformes tant souhaitées. Question de garantir les scrutins à venir. Plusieurs personnalités de l'opposition politique, notamment Martin Fayoulou de l'ECD, Adolphe Mouzito du Nouvel Élan et des délégués du MLC, ainsi que ceux de l'ensemble de Moïse Katumbi, ont pris part à cette cérémonie inaugurale. Que plusieurs ont confondu ce forum avec un dialogue, ont confondu ce forum avec un système de partage du pouvoir, ont confondu ce forum avec ce que ce forum n'était pas. Nous sommes dans un forum technique qui va travailler sur les questions techniques de la CENI et de la loi électorale et je m'engage à rester sur ces deux options qui sont dans le cahier des charges et sur lesquelles j'ai déjà obtenu plusieurs réponses venant de plusieurs partis politiques. Ces assises d'une semaine vont déboucher sur un consensus. Plusieurs personnalités politiques ont salué cette initiative pour la crédibilité des institutions issues des urnes. Nous nous engageons nous tous à faire aboutir les recommandations dans les institutions et c'est important. Personne n'a jamais dit que ce qu'on fait un peu dans le couloir, hors institution, se décidera là-bas. Non, tout le temps dans l'histoire de notre pays de peuple, on se met d'accord et puis on va vers les institutions. Est-ce le consensus tant souhaité est possible dans un pays où les acteurs politiques sont habitués au partage du pouvoir après chaque négociation? C'est question d'aimer le pays, c'est question de volonté politique, mais tout le monde doit être impliqué. Notre engagement, c'est d'éduquer la population pour qu'elle comprenne ça. Les plus grands absents à ces forums, ce sont les délégués du FCC ainsi que de l'UDPS. Peut-être ils vont rattraper les trains des travaux en cours jusqu'au 31 août 2020. Le gouvernement a suspendu le moratoire sur les exploitations des concentrés de minerais. Les gouverneurs de province concernés, c'est-à-dire le Lualaba et le Haut-Katanga, sont allés voir le Premier ministre pour échanger autour de cette décision. Jacques Kaboula et Mouyej Manguez-Mans reviendront dans 15 jours pour les échanges avec le gouvernement. Bouela Kondé-Boaki Françoise. Exporter des minerais bruts fait perdre à l'État congolais des recettes énormes. L'idéal est de disposer localement des usines de traitement et de transformation. C'est cette logique qui a produit la décision du gouvernement de suspendre le moratoire concernant la transformation et les exportations des minerais concentrés dans le Haut-Katanga et le Lualaba. Pour bien comprendre le contour de cette décision gouvernementale, les gouverneurs des deux provinces précitées ont sollicité un échange avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Nous sommes venus pour mieux comprendre la décision relative à la suspension du moratoire concernant les concentrés de minerais. On a eu l'occasion de lire la correspondance là-dessus. On a suivi la communication dernièrement à la radio et à la télévision. Nous n'avions pas été associés directement alors que nous sommes partie prenante dans toute cette opération, dans toute cette démarche. Nous avons demandé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de nous aider à comprendre en associant le ministre national de Mines pour échanger sur les termes de référence et sur l'actualité que nous gérons en province. Les explications du Premier ministre et du ministre de Mines nous ont permis de mieux comprendre la situation et nous partons satisfaits. Mais nous avons insisté sur le fait qu'à la prochaine réunion, je crois qu'il y a un rendez-vous dans une semaine, que les deux provinces soient impliquées, soient directement invitées pour participer aux discussions avant de prendre les grandes décisions concernant ces dossiers. Cet échange était donc capital pour Jacques Kaboula Katué et Richard Mouyej. Les deux dirigent deux provinces assises sur des ressources minières importantes.
Dans le cadre du contrôle parlementaire, un groupe des députés nationaux, pour la plupart membres de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, était en séance de travail au ministère du Budget. Après eux, d'autres élus locaux de Kinshasa étaient au ministère du Budget toujours pour expliquer un projet qui leur tient à cœur, à savoir celui de l'aménagement et du développement de la capitale congolaise. C'est pratiquement la suite des travaux déjà amorcés par les élus du peuple de la Commission économico-financière au mois de mai dernier. Les contrôles budgétaires tels que recommandés dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale entrent dans sa deuxième phase au mois d'août courant. Cette descente sur le terrain des élus du peuple consiste à confronter les chiffres donnés par les gestionnaires de la chose publique. Comme disait le vice-premier ministre, il y a une belle phrase qu'il a prononcée, qui est la nôtre aussi, c'est que ce pays a souffert du manque de contrôle et de l'impunité. Nous voulons, dans ces mandats, démontrer que le Parlement doit faire son travail. 10 projets pour répondre aux besoins de proximité des Kinois à l'horizon 2040. Telle est la campagne que mènent les sénateurs de Kinshasa auprès des autorités proches de la ville-province. La démarche est saluée ici par le vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean-Baudouin Mayoma Mbeke. Elle se trouve. En tant qu'un élu de Kinshasa aussi, je leur ai dit de me compter parmi eux et de compter aussi sur mon soutien. Il faut que nous développions des politiques pour maîtriser la résidentialisation des habitants de Kinshasa, pour avoir une maîtrise responsable du flux populationnel dans cette ville qui deviendra une des plus grandes mégapoles du monde. L'Amiba, la minière de Bakwanga, jadis fleuron de l'économie nationale, est en quête d'un nouveau souffle pour sa relance. Le chef de l'État vient de disponibiliser une enveloppe de 5 millions de dollars américains pour l'entreprise diamantifère. Autre bonne nouvelle pour l'Amiba, 14 conteneurs de matériel se trouvent déjà à Lubumbashi, nous dit Robert Ndaï. Ces matériels est en route pour Mbujimai. C'est un pas important vers la relance de la société minière de Bakwanga. Après 2 ans d'attente de sa commande du matériel de production en Chine, l'Amiba peut enfin recevoir son usine à Kimberley, toute neuve. Ce samedi 22 août 2020, le directeur général de l'Amiba, Paulin Lukusa Mudiaï, et son staff ont agréablement assisté au départ de la première rame de 14 conteneurs sur un total de 27 à destination de la ville de Monaditou via la Société nationale de chemin de fer du Congo à Lubumbashi. On peut sentir qu'un grand soulagement, c'est une satisfaction énorme. Pour Paulin Lukusa, ce pari gagné est le fruit de la bonne gouvernance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce à qui cet outil indispensable pour la relance de l'Amiba a été acheté à un coût d'environ 5 millions de dollars américains. Nous avons essentiellement l'usine à Kimberley, la nouvelle usine à Kimberley, qui est totalement neuve, et ainsi que des sous-ensembles de la laverie des Dissélé plutôt. Dissélé, c'est un des chantiers au sein du polygone de l'Amiba. Le directeur général de la SNCC, Fabien Moutonde, s'est félicité de la bonne collaboration avec l'Amiba qui a abouti à de bons résultats pour l'intérêt supérieur de la nation. Dans moins d'une semaine, l'Amiba va acquérir son usine tant attendue qui facilitera sa relance. Lors de la 45e réunion du Conseil des ministres, il a été rappelé l'urgence à débloquer le montant de 5 millions de dollars arrêté pour permettre la relance de la société minière de Bakwanga. Paulin Lukusa, nouveau patron de l'Amiba, reçu par le président de la République, a présenté les difficultés rencontrées depuis son installation à la tête de cette entreprise et sollicité par la même occasion l'implication du président de la République pour accélérer le décollage de l'Amiba qui jadis faisait la fierté de la RDC. Les ministres des Affaires étrangères de tous les pays de la SADC ont réfléchi autour de la reconfiguration de la brigade de la force d'intervention de la sous-région. Précision avec Gina Wabiwa. La problématique de la reconfiguration de la brigade de la force d'intervention FIB en RDC passée au peigne fin par les ministres des Affaires étrangères de la SADC ce lundi 24 août. C'était au cours d'une réunion préparatoire en prévision de la consultation entre la SADC et l'ONU sur la reconfiguration de la dite brigade. Réunion à laquelle a pris part la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Marie Toumanzeza par vidéoconférence.
La décision des Nations Unies de reconfigurer la brigade de la force d'intervention de la SADC préoccupe les États membres de cette organisation régionale. Les discussions vont se poursuivre. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumazeza, avait à ses côtés les ministres délégués à la défense et anciens combattants, Sylvain Mutombo. Cette réunion a également connu la participation des ministres des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, du Botswana, du Zimbabwe, du Malawi et de la Tanzanie, ainsi que les secrétariats exécutifs de la SADC. 4 villes pilotes ont été choisies pour le projet d'appui au développement des PME, petites et moyennes entreprises. Ce projet, dont le coût global est estimé à 100 millions de dollars américains, a été lancé ce matin à Goma, la capitale du Nord Kivu. Kinshasa, Matadi, Goma et Lubumbashi sont les principales villes du pays à avoir été sélectionnées dans le cadre du projet d'appui au développement des petites et moyennes entreprises. En séjour à Goma, les 2 membres du gouvernement, le ministre de PME, Justin Kalumba Mwanangongo, et son collègue de l'industrie, Julien Paluku Kaungia, ont procédé au lancement du dit projet dans 4 villes pilotes dont Goma. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars américains, ce projet appelle une phase d'information sur les critères d'éligibilité et de sélection de femmes et jeunes entrepreneurs. Chaque fois qu'on regarde l'ADN entrepreneurial qu'il y a ici à Goma, que vous allez, et c'est mon souhait, absorber, pourquoi pas, la moitié des ressources. Parce que nous n'avons que 3 ans pour consommer 100 millions de dollars. Dans tous les cas, le mécanisme est tel que le subventionnement va venir graduellement. Alors que le ministre de PME s'est attardé sur les critères d'éligibilité, son collègue de l'industrie a pris sur lui l'invitation faite aux entrepreneurs de promouvoir la créativité et la gestion orthodoxe pour lutter contre la pauvreté. N'a de sens que si elle vient renforcer une dynamique existante. Et donc la dynamique qui existe ici, lorsqu'on grève l'aide, ça permet une évolution rapide et ça peut être un modèle de développement sur lequel les autres peuvent s'appuyer. Un tel travail ne peut intervenir qu'avec l'implication du Fonds de promotion de l'industrie en tant qu'organe technique du gouvernement dans la promotion de l'industrie locale. Le banc syndical de l'ex-ONATRA a été ce matin au ministère du portefeuille, la tutelle. Les 2 parties ont échangé sur les problèmes liés à l'entreprise, entre autres la construction et la gestion future du port en eau profonde de Banana. Le ministre du portefeuille, le professeur Clément Kouetenimi Bemouna, a échangé ce lundi 24 août avec une délégation de l'intersyndicale de la Société commerciale de transport et de port, la SCTP en sigle. Plusieurs points ont fait l'objet de cet entretien qui a duré près de 2 heures, parmi lesquels la construction et la gestion du port en eau profonde de Banana dans la province du Congo central qui doit être confiée à la SCTP. La concurrence déloyale entre le port privé et ceux de la SCTP qui ne favorise pas à cette entreprise de l'État de bien remplir ses missions. La créance de l'État envers la SCTP, dont le montant s'élève à 400 millions de dollars américains, lequel le gouvernement avait pris l'engagement de libérer une enveloppe de 8 millions de dollars américains comme acompte. Et enfin, la prise en charge de travers de la SCTP par la SNCS. Au regard de tous ces sujets exposés au patron du portefeuille, le professeur Clément Kouetenimi s'est montré très attentif, à en croire Armand Ossasé, président de l'intersyndicale de la SCTP, qui annonce avec satisfaction une série de mesures déjà prises par le ministre et qui ont rencontré une grande partie de leurs revendications. À la réunion d'aujourd'hui, nous sommes sortis très satisfaits parce que des problèmes au niveau de l'ONATRA. Le premier point, c'était la déviation des navires parce que beaucoup de navires sont déviés vers les ports privés. De quoi réjouit cette délégation intersyndicale qui n'a pas hésité de jeter de fleurs au ministre du portefeuille, Clément Kouetenimi Bemouna, pour le travail abattu jusqu'ici et qui va permettre à la SCTP et toutes les entreprises du portefeuille de sortir du gouffre dans lequel elles ont été plongées depuis 2 années. Le ministère de l'Environnement vient d'ouvrir les marchés pour l'acquisition de nouveaux engins de travail. Pour des raisons de transparence, nous dit Lopez Kakuba, le ministre a lui-même ouvert les plis en présence des soumissionnaires.
En sa qualité du président de la commission de passation de marché, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, a présidé personnellement ce 24 août 2020 la cérémonie d'ouverture des plis par rapport au marché lancé dans le secteur de l'environnement, preuve de l'objectivité et du sérieux qui requiert cette opération. Les soumissionnaires sont donc rassurés et apaisés. Les traitements de leur dossier se fera dans toute la rigueur. La loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public est un outil indispensable dans ce domaine car elle nous fixe sur les règles qui régissent la passation des marchés, l'exécution des marchés, le contrôle des marchés ainsi que les contentieux des marchés publics. La cellule de gestion des projets et des marchés publics procède à l'ouverture des plis des offres de son premier marché inscrit dans son plan de passation des marchés au titre du budget de l'État exercice 2020. Je voudrais également signifier que cette cérémonie fait suite à l'avis d'appel d'offres publié dans les sites de l'autorité de régulation des marchés publics, dans les sites d'impactinfo.net et dans les sites du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que dans le journal La Prospérité du vendredi 24 juillet 2020. Mesdames et messieurs, cela étant, je déclare ouverte cette séance publique. Cette soumission est en rapport avec l'acquisition de moyens de locomotion devant permettre les différents services du ministère de l'Environnement et Développement durable d'améliorer la qualité de leurs services. Et puis une page noire dans ce journal, la famille de feu le sénateur Yerodi Abdoulaye Ndombassi, la famille González Rodriguez ainsi que la fondation Laurent Désiré Kabila ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès inopiné de Madame Gloria González, veuve Hérodiam, décès survenu ce dimanche 23 août à 9h à Kinshasa. En attendant le programme des obsèques, le recueillement se tient à la résidence de l'illustre disparu sur l'avenue de la République numéro 7, quartier Ma-Campagne, commune de Ngaliema, de 17h à 20h à partir de demain, mardi 25 août 2020. Kinshasa et Luanda veulent gérer conjointement leurs hydrocarbures. C'est ce qu'on peut retenir de l'entretien que le ministre des hydrocarbures a eu avec le diplomate angolais en poste à Kinshasa, Janine Kalenga. L'Angola tient à raffermir ses liens avec la RDC à travers une collaboration en matière des hydrocarbures, une volonté manifestée à travers la visite de son ambassadeur en RDC, Miguel da Costa, au ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Rebens Mikindo Mouima. Vous savez que nos deux pays, nos deux États, sont liés par l'imbrication des réalités géopolitiques et géoéconomiques incontournables qui nous rendent à la fois interdépendants et complémentaires. Et si c'est comme ça, donc on doit être toujours en communication, en échange pour trouver de nouvelles voies, de nouvelles stratégies qui peuvent aller dans le sens du défi et des aspirations légitimes des peuples de nos deux pays. L'opinion retiendra que l'Angola et la RDC sont traversés par un gisement de pétrole et que la volonté des deux pays est d'exploiter ensemble ce gisement. Le diocèse de Popo-Kabaka a un nouvel évêque. Il s'appelle Bernard-Marie Fantsaka. Il a été intronisé ce dimanche sur place à Popo-Kabaka au cours d'une grande célébration eucharistique. Pour la circonstance, les deux cardinaux de la RDC, le nonce apostolique et tous les évêques de la province ecclésiastique de Kinshasa ont fait le déplacement de Popo. Le chef de l'État y était représenté par son directeur de cabinet adjoint, Getty Mpanou-Panou. Des images chargées de symboles. Un prélat allongé sur le sol, des mains lui imposées sur la tête, l'huile d'onction appliquée sur son front, remise d'une Bible, revêtement de la couronne de gloire et prise du bâton de commandement. Ça y est, le diocèse de Popo-Kabaka dans la province du Kwango a désormais un nouvel évêque. Monseigneur Bernard-Marie Fantsaka Binyama, c'est son nom. Nommé en juin dernier par le pape François, il a été intronisé ce dimanche 23 août 2020 lors d'une célébration eucharistique présidée par le cardinal Fridolin Mbongo dans une ambiance festive. Venus des horizons divers, plusieurs personnalités ont pris part à cet événement, parmi lesquelles
Le directeur de cabinet adjoint du président de la République, Getty Mpanou, représentante personnelle du chef de l'État, qui conduisait une forte délégation de la présidence de la République, composée notamment de l'abbé Théo Chilumbu Wakabea, conseiller principal au collège Culture, Arts et Questions religieuses, Tezo Kiansi, conseiller principal au collège Éducation et Recherche scientifique, Désiré Mouala, conseiller principal au collège Commerce international et plusieurs autres conseillers. Dans son homélie consacrée sur la confession de foi de Pierre, le cardinal a notamment exhorté au nouvel évêque que la mission qui est désormais la sienne exige de lui une attitude correspondant à la charge épiscopale pour parvenir au bonheur éternel. Au cours de cette cérémonie d'ordination, l'évêque promu a bénéficié d'une Jeep 4x4, cadeau du président de la République, remise en son nom par le directeur de cabinet adjoint en charge des infrastructures, ressources minières, hydrocarbures, énergie et technologies de l'information et de la communication. Le chef de l'État m'a demandé de le représenter à cette cérémonie pour montrer d'abord son soutien et les liens qui le lient à l'Église et aussi pour montrer son soutien à la province. L'idée d'offrir un 4x4, ce n'est pas seulement parce qu'il se dit que la route est délabrée, mais c'est très important que dans son rôle pastoral, l'évêque puisse visiter les brebis et aller le plus loin possible. Faisant d'une pierre deux coups, la représentante personnelle du chef de l'État dans ces territoires de Popo Kabaka, pratiquement enclavé, a visité le pont Loaï détruit depuis bientôt 4 ans en vue de sa réhabilitation prochaine. De Popo Kabaka, nous allons nous rendre présentement à la Tchouapa où le sénateur Guy Luando s'est dit porteur d'un projet de développement de la province. Il s'est exprimé ainsi ce dimanche à Bouendé devant la population venue l'accueillir. Pour Guy Luando, le développement de la Tchouapa passe par l'autonomisation de la jeunesse. L'élu de Bouendé a annoncé la création prochaine d'une fondation, WIDAL, qui a pour vocation principale la création d'emplois pour les jeunes. Cédric Emmanuel Kenina. Comme si tout Bouendé s'était donné rendez-vous à l'aérodrome de cette ville, hommes, femmes ont effectué une longue marche pour accueillir ces dignes fils de la Tchouapa, les sénateurs Guy Luando Mboyo. Après un court échange avec les officiels au pied de l'avion, une longue procession de près de 2 km jusqu'au lieu de rassemblement à l'esplanade de l'école de football de Bouendé pour son message très attendu. Les dossiers de la Tchouapa me préoccupent beaucoup. J'ai des larmes aux yeux pour le développement de notre chère province. En tout cas, je le fais par patriotisme. À travers Widal Investment et face aux défis de développement, une boulangerie et supermarché moderne verront le jour dans un délai relativement court dans cette bourgade. Sur place, le sénateur Guy Luando a visité 2 ouvrages de qualité, notamment les stades de Bouendé et les bâtiments devant abriter l'Assemblée provinciale de la Tchouapa, initiative de Widal Fondation. Le sénateur Guy Luando a visité par la suite la prison de Bouendé pour se rendre compte des conditions carcérales. Ces derniers a apuré certaines amendes et dettes. Et puis cette sortie officielle d'une formation politique baptisée Rassemblement des élites. C'est en des termes clairs et précis qu'a été présenté ce dimanche 23 août 2020 dans la salle du centre Aroupé de Bumbashi, le Rassemblement des élites pour l'avenir du Congo, REAC en sigle. Présentation faite par le coordonnateur national de cette nouvelle ASBL, le professeur Kimba Kapanda Vincent, qui en résume ici les détails de cette nouvelle association sans but lucratif. Qu'est-ce que nous recherchons à travers le REAC? À travers le REAC, nous cherchons à regrouper le plus d'expertise possible pour contribuer dans ce pays à l'avancement de ces pays, à donner ou à proposer des solutions aux différents problèmes de cette société qui est la République démocratique du Congo. Alors, nous pensons qu'avec une vision du progrès
de la société, du progrès social, nous apporterons quelque chose de plus. Et ce progrès social doit être matérialisé. Comment le REAC compte-t-il s'y prendre pour se faire entendre des décideurs? Réponse du coordonnateur national. En tant qu'association, nous pèserons de notre poids à travers les différentes voies que la loi de ces pays nous accorde pour faire parvenir notre petite voix afin que les solutions qui seront proposées aux différents problèmes de la société soient données. Notez qu'au cours de cette manifestation, plusieurs participants ont signé leur adhésion. C'était après la présentation des membres de la coordination nationale et provinciale, membres qui ont pour mission de faire rayonner le rassemblement des élites pour l'avenir du Congo, REAC, à travers toutes les provinces de la RDC. Sortie officielle du rassemblement des élites, sortie officielle également, plutôt matinée politique du PPRD à Kipushi dans le Haut-Katanga. Avec cette salle du cercle Kamarengue pleine à craquer, le PPRD Kipushi a prouvé qu'il conserve toujours sa capacité de mobilisation. Les cadres et militants du parti, initiés par l'ancien président de la République et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, se sont donné rendez-vous ici pour écouter le message du fédéral et gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué. L'ambiance a été marquée par des chants d'animation en l'honneur du président national du PPRD, Joseph Kabila Kabange, de son secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chadari, et du fédéral Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué. Dans son adresse aux cadres et militants du PPRD Kipushi, le fédéral Jacques Aboula annonçait notamment la mise en place prochaine des structures provisoires et l'ouverture du siège du parti à Kipushi, bâtiment acquis grâce à la collecte réalisée lors du dernier passage du SP Chadari dans cette contrée. Nous remercions le numéro 1 du parti, le président national, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Nous remercions également le secrétaire général Emmanuel Ramazani Chadari, coup sur coup. Nous avons trouvé un endroit, nous allons y implanter définitivement les sièges de notre parti. Sous l'impulsion du fédéral et gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboula, le PPRD entend garder sa position de première force politique du pays et se met déjà dans l'ordre des batailles pour les élections générales de 2023. Des personnes vivant avec handicap œuvrant dans les postes frontières de Lufu dans le Congo central et au Bichingobila à Kinshasa ont soumis leur doléance à Mme Irène Essambo, la ministre déléguée des Affaires sociales auprès de personnes vivant avec handicap, Betty Amani. Dans chaque grande artère de la capitale, les personnes vivant avec handicap, notamment les non-voyants et autres, font la mendicité au quotidien. Pourtant, l'handicap n'est pas un obstacle pour l'épanouissement de ces personnes vulnérables. Pour la ministre déléguée des Affaires sociales auprès de personnes vivant avec handicap, maître Irène Essambo Diata, l'autonomisation de ces personnes est l'unique moyen, en cette période de crise sanitaire mondiale, de mettre fin à cette pratique qui ternit l'image des personnes vivant avec handicap. Pour ce faire, il a été impératif d'identifier les problèmes spécifiques de chaque catégorie et d'envisager des solutions durables pour une meilleure insertion socio-économique de ces vulnérables. Voilà ce qu'il faut retenir des séances de travail entre la ministre Irène Essambo Diata avec la délégation de l'ONG Cofidis œuvrant au Bichingobila et la délégation de handicapés mutuels du Congo œuvrant dans le poste frontalier de Lufu dans le Congo central. Elle est vraiment souciante de nous voir relever les défis qui est le nôtre avec nos handicaps, d'être d'abord nous-mêmes responsables dans nos familles et puis dans les activités que nous exerçons, nous sommes aussi contribuables pour l'État congolais. Et la ministre nous a promis de trouver des solutions au niveau du gouvernement en plaidant notre cause dans le bon sens. Il ressort de ces entretiens la nécessité d'apprendre le métier aux personnes vivant avec handicap. La ministre des Personnes vivant avec handicap a invité ses interlocuteurs à répercuter à leurs membres les respects de gestes barrières.
À 22h, le journal vous sera présenté par Cédric Emmanuel Kenina. Ce journal est ainsi terminé. Il a connu la collaboration de Diane Balaka, Sylvie Makombani et la réalisation de Bijou Katarissi. Merci infiniment de l'avoir suivi. Bonsoir et à la prochaine.